Bonjour à tous, merci de regarder Kivu Morning Post TV et bienvenue à suivre la rubrique de l'actualité internationale de ce 27 octobre 2025. C'est parti. Controverse autour de la question de la présence d'FDLR sur le sol congolais. Si pour le porte-parole des FARDC, Sylvain Ekenge, les éléments d'FDLR sont installés dans les territoires de Rutshuru, en revanche, le général Patrick Sassanzita, chef de la délégation congolaise aux réunions du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire à Washington, prétend que l'FDLR n'existe pas, affirme le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Ndoungéré. Suivons ici les explications. Le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge, a indiqué que des éléments des FDLR sont installés dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu. De son côté, le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Ndoungéré affirme que le général Patrick Sassanzita, chef de la délégation congolaise aux réunions du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire à Washington, prétend que les FDLR n'existaient pas en RDC. Lors d'une interview exclusive accordée à la journaliste Bashi Wandi de la Deutsche Welle, consultée par Kivu Morning Post, le général Sylvain Ekenge a confirmé la présence des FDLR sur le sol congolais. Les FDLR ont répondu à l'appel des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce sont les autres qui les empêchent de s'y rendre. Aujourd'hui, il faudrait aussi se poser la question de savoir où sont les FDLR. Ils sont dans la partie occupée aujourd'hui par le Rwanda et la F-23, plus particulièrement dans les territoires de Rutshuru. Ils veulent s'y rendre, mais on les a empêchés, a déclaré le général Sylvain Ekenge. La réaction du Rwanda n'a pas tardé. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Ndoungéré, a réagi sur son compte X, dénonçant ce qu'il qualifie des contradictions entre les autorités militaires congolaises concernant la présence des FDLR à l'est du pays. Lors du réunion du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire qui se tiennent à Washington, le chef de la délégation congolaise, le général Patrick Sassanzita, prétend toujours que les génocidaires FDLR n'existaient pas, qu'il s'agit d'un prétexte avancé par les Rwandais pour envahir le Congo et qui n'était né qu'à lui. Il n'aurait jamais approuvé les CONOPS ni signé l'accord de paix de Washington. Et voici que notre général Sylvain Ekenge, porte-parole de FARDC, nous dit maintenant que les FDLR existent bel et bien, mais qu'ils se trouvent dans la partie occupée aujourd'hui par les Rwandais et la F-23, a-t-il écrit. Le diplomate rwandais a ensuite fustigé ce qu'il appelle la comédie grotesque des autorités congolaises. Parmi les points clés de l'accord de Washington signé entre Kinshasa et Kigali le 27 juin 2025, figure la neutralisation des FDLR, les retraits des troupes rwandaises du sol congolais, la mise en place du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire. L'accord promet également le respect de l'intégrité territoriale, la fin des hostilités et une coopération économique renforcée entre les deux pays. Et puis lors d'un point de presse tenu le vendredi 24 octobre 2025 à Goma, le notable congolais maître Moïse Nyarugabo a accusé le gouvernement burundais et son armée d'être à l'origine de crimes contre l'humanité dans le haut plateau du Sud Kivu où vivent majoritairement des membres de la communauté Banyamulenge. Regardez. C'est que tous ces villages, toutes ces positions, ce n'est ni à Gitega, ni à Kirundo, ni à Chankuzo, ni ailleurs au Burundi. Un, c'est au Congo. Deux, c'est au Sud Kivu. Trois, c'est à Mulenge. C'est la terre de nos pères et de nos grands-pères, de nos arrière-grands-pères. Quand je dis que nous n'allons pas plier, j'y crois. Ils ne peuvent pas penser, même avec l'armada avec lequel ils sont là, qui vont nous faire plier. C'est impossible. Nous nous battrons jusqu'au dernier. Si ils sont venus et ils sont prêts à faire cette guerre pour des années, eh bien, bonne chance. Mais c'est sur nos terres. Nous sommes prêts à mourir pour nos terres. Eux sont prêts à mourir pourquoi? Parce que je ne sais pas quel est le prix pour lequel ils sont en train de tuer les Banyamulenge, les chasser de leur pays, et pour en faire quoi? Deuxième élément de réponse. Justement, cette conférence de presse, ou ce point de presse, je le tiens pour informer le peuple burundais, afin qu'il interpelle leurs autorités et leur armée
qui leur demandent, quand ils tuent les Banyamulenge par la faim, qu'est-ce que les Banyamulenge ont fait au Burundi et au peuple burundais? Qui les interpelle, qui leur demande de sortir de ce bourbier? Le troisième élément de réponse, c'est en faisant ce point de presse. C'est pour que le monde sache ce qui se passe. Ce qui se passe derrière les rideaux. Aujourd'hui, c'est visible, c'est à l'œil nu. Je viens de le dire. Je viens de donner toutes ces positions que la communauté internationale demande au Burundi. 68 positions dans ces montagnes. Pourquoi faire? Qu'ils nous démontrent les villages où il y a les Red Tabara, nous allons les aider à les combattre. Mais si c'est pour nous tuer, nous, alors, je pense qu'il est de la responsabilité aussi de la communauté internationale d'interpeller ce gouvernement et de lui demander d'arrêter. Et donc, pour ces trois raisons, je considère qu'il y a une fin. Cette affaire de l'armée burundaise au Congo et particulièrement dans le sud Kivu était comme un tabou, comme un secret. Mais aujourd'hui, il ne l'est plus. Ceux qui ne vont rien faire, ceux qui ne vont pas faire quelque chose, n'auront pas non plus de leçons à donner plus tard. Mais tout ce que je peux dire, c'est que tous ces villages-là, c'est chez nous, ce n'est pas au Burundi. Et donc, je considère qu'il est temps que les autorités burundaises voient le prix qu'ils ont reçu pour nous faire du mal, si ça vaut vraiment la peine. Sinon, qu'ils se retirent, il est encore temps. Et nous allons toujours vivre ensemble. Et je leur dis aussi une chose. Je dis ça toujours aux autorités burundaises. Nous sommes dans ces montagnes-là. Nous sommes quelque part, notre territoire, Uvira et Fizi, voisins du Burundi. Alors, même après Tshisekedi, nous allons vivre ensemble. Nos enfants et les leurs, ils doivent y réfléchir. Les États-Unis tentent de relancer le processus de paix entre Kigali et Kinshasa. Selon Jeune Afrique, Washington a proposé le 13 novembre comme nouvelle date pour une rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à la Maison-Blanche après l'échec de celle prévue le 23 octobre. L'objectif est de redonner un souffle politique à l'accord de paix signé en juin dernier, mais resté sans effet. Poursuivons, à l'issue de la 3e édition de la Semaine d'Afrique des solutions tenue à Paris, la journaliste Ruth Bitota a reçu le prix du journalisme d'espoir raflé grâce à un reportage qu'elle a réalisé sur l'économie circulaire en République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre Ruth Bitota dans cet extrait que nous avons choisi pour vous. Il y a aussi des limites. Donc ces 5 parties, vous les avez retrouvées dans son reportage. Merci les jeunes. Nous allons accueillir chaleureusement Madame Rita Bitota, qui est la coordinatrice de Digital Congo. Merci. Donc, pas besoin de me présenter, ça a été déjà fait. Je voudrais ici remercier l'IOS et la SAS pour l'invitation, mais surtout pour la formation, parce que j'avoue que je ne savais pas ce que c'était le journalisme de solution. Et donc, en partant d'ici en 2024, vous allez m'excuser, je suis un peu grippée. Donc, en partant d'ici en 2024, j'avais vraiment la volonté de faire quelque chose. J'ai compris que le journalisme, ce n'était pas seulement de pointer les problèmes, mais c'était également de placer les curseurs sur des succès. Parce qu'un succès, aussi minime soit-il, lorsqu'il est relayé par les médias, il est amplifié. Et il peut inspirer beaucoup de personnes. Et donc c'est ce que nous avons fait avec la formation qui nous a été dispensée par Léonce. Donc j'ai essayé de lier la théorie à la pratique. Et donc ça donnait ça comme résultat. Mais ce qui m'a plus réjoui, c'est que quelques temps après la réalisation de ce reportage qui a été diffusé sur notre chaîne, parce que ici j'aimerais quand même préciser que Digital Congo est un média privé,
mais dans les sondages, on est deuxième après la télévision nationale, le média officiel. Et donc, du coup, on a quand même un audimat important. Et quelques tours après la diffusion de ce reportage, Bob m'a appelé pour me dire que Madame Rita, j'ai reçu la commande du gouvernement provincial qui a demandé un peu important. Alors, j'étais très émue. Je me suis dit, mais au moins, ça a apporté quelque chose. Et donc, on espère qu'on va continuer sur cette perspective-là. Donc, encore une fois, Léonce, vraiment la main sur les cœurs. Merci. Et d'ailleurs, j'en profite pour demander, parce que je suis journaliste de formation et de profession, mais pas que. Je suis enseignante à l'Université des sciences de l'information et de la communication au Congo. Et donc, chère Léonce, j'aimerais bien que ce module soit également partagé au sein de mon université. Si on moyen de vous préparer, que je vais soumettre à l'université, parce qu'au Congo, beaucoup ne savent pas encore ce que c'est le journalisme de solution. Et quand on parle du Congo, c'est la guerre. Actuellement, d'ailleurs, dans l'est du pays, on est en train de vivre une grande crise humanitaire et sécuritaire. Mais il n'y a pas que ça. À côté de ces tables sombres, il y a aussi des belles choses à raconter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Rita Bitota. Nous allons accompagner nos intervenants. Merci à tous. Nous allons passer à une nouvelle séquence et je passe le micro à Carmen. Merci, mesdames, messieurs, pour tout ce qu'on vient de dire, pour vos acclamations. On vient de voir un reportage vraiment magnifique sur la... Et pour finir, le président sortant Paul Biya, 92 ans, a remporté l'élection présidentielle au Cameroun, a proclamé ce lundi 27 octobre le Conseil constitutionnel. Élu pour la première fois en 1984 à la tête du pays, il s'agit de son 8e mandat. Paul Biya a obtenu 53,66% de voix contre Issa Chiroma, qui a obtenu 35,19% des suffrages selon l'institution. Ces derniers revendiquent toutefois sa victoire, affirmant avoir obtenu 54,8% des suffrages contre 31,3% de son adversaire. Et c'est tout pour cette rubrique de l'actualité internationale sur Kivu Money Post TV, où que vous soyez. Merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous pour la suite de l'actualité. À très vite.